Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les Équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie le plus harmonieusement et sereinement possible pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets millefeuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Conscious Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut mes équilibristes. Je suis très heureuse de vous présenter mon invitée du jour, Aurélie Levaux. Aurélie est sexothérapeute, fondatrice d'Edoni, dont la mission est de redonner ses lettres de noblesse à la sexualité comme créatrice de liens entre les individus et vecteur d'appropriation de sa propre identité. Nous avons parlé avec Aurélie de relations, à commencer par la relation à soi, d'intimité, de sexualité sans pression, loin des dictates et des représentations stéréotypées de ce qu'elle devrait, avec plein de guillemets, être. Nous avons aussi beaucoup parlé de ses racines à elle, de la manière dont elle a monté Edoni, tout juste séparée du père de son petit garçon. Elle nous parle de sa manière de prendre soin de son équilibre, des ingrédients essentiels à son épanouissement. Aurélie est très engagée pour redonner de la place au plaisir, dont elle dit si justement qu'il est essentiel et pas accessoire, et on a exploré ensemble à quel point cette mission dépasse la sexualité. Il est question de pouvoir derrière tout ça. J'ai été vraiment émue de l'entendre parler de la portée de son engagement, avec notamment un projet en cours pour redonner aux femmes excisées la possibilité de jouir. C'est une très belle et riche conversation et je suis vraiment heureuse de vous la transmettre. Bonne écoute. Salut Aurélie, bienvenue dans Les Équilibristes. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie. Est-ce que tu peux nous présenter Aurélie à 7 ans ? Je veux entendre la petite Aurélie, savoir comment elle était, ce qu'elle aimait faire. Voilà. Alors, c'est drôle parce que la petite Aurélie ressemble beaucoup à la grande Aurélie. Je me suis un petit peu perdue entre-temps, mais l'image que j'ai en ce moment, c'est de regarder un miroir et justement de me revoir un petit peu enfant. Donc, à 7 ans, j'avais 2 amoureux, donc c'est un petit peu original. On partait en vacances souvent tous les 3. Les familles étaient très, très ouvertes à ça, donc c'était un petit peu un modèle original et décalé, mais ça fonctionnait bien, avant qu'on m'explique qu'il allait falloir choisir. Donc, c'était le premier moment du choix. J'étais déjà donc portée sur tout ce qui était un petit peu relation, amour, et j'avais déjà à 7 ans, paradoxalement, un peu un intérêt sur tout ce qui est sexualité. Un souvenir que j'ai, qui est à peu près, je pense, autour de cet âge, c'est que j'avais trouvé dans la chambre de la babysitter, parce qu'on avait une jeune fille au père, un petit livre du Kama Sutra que j'avais amené dans la cour de récré. Et j'avais fait faire le Kama Sutra dans la cour de récré aux autres enfants. Jusqu'à ce que ça finisse très mal, puisque j'avais été punie et j'avais dû rester sur un petit carreau pendant plus d'1 heure à méditer sur ce que j'avais fait de mal. Et en fait, j'avais été sauvée parce que j'avais fait genre que c'était un jeu et que je n'avais pas vraiment compris de quoi il s'agissait. Donc premier moment de confrontation, quoi. Ouais, et ça t'avait fait quoi d'être punie pour ça ? Qu'est-ce que tu en avais compris ? C'était horrible, j'avais eu très peur parce qu'en fait, il m'avait menacé d'appeler mes parents et de m'exclure, tout simplement. Donc, j'avais eu très peur comment j'allais expliquer à mes parents que j'avais trouvé ça, qui n'était même pas chez eux, en fait, qui était dans la chambre de la jeune fille au père et que je l'avais pris et que je l'avais amené. Donc, il y avait beaucoup de peur autour de ça. Et finalement, je pense que le corps enseignant était un petit peu perdu, ne savait pas quoi faire. Et en fait, on m'a juste libérée un moment sans rien expliquer en me disant bon, on n'en parlera plus. Et on m'a laissé filer à nouveau. J'étais libre. Donc, c'était sympa. Donc, après, je me suis dit OK, donc ça doit être caché. Ouais, ça en dit long sur le malaise que ça a provoqué chez eux et leur incapacité à finalement aborder le sujet. Même si le Kama Sutra, c'est effectivement pas hyper adapté à une enfant de 7 ans, mais d'aborder le sujet, quoi. Et dans quel environnement tu as grandi, justement ? C'était comment chez tes parents ? Il y avait quoi comme modèle ou comme message autour de toi ?
Alors moi, j'ai grandi avec des parents qui étaient un couple un peu différent, parce que mes parents avaient 24 ans d'écart d'âge, donc un couple un peu différent, en plus couple mixte, vu que moi je suis métisse, Mhm. et un couple très amoureux. Donc vraiment l'image du couple comme une force. L'expression que je reprends souvent d'ailleurs chez Denis, c'est que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu dans mon enfance. Donc ces deux parents un peu fusionnels, mais qui paradoxalement ont toujours eu le message très explicite, tu parles de message, que la sexualité et l'amour, c'était deux choses différentes. Donc en même temps, de voir des parents amoureux, mais des parents qui, très clairement, expliquent que ces deux choses sont séparées. Ça, c'était quelque chose d'intéressant donc, que j'ai Quand tu étais intégré petite, c'était un sujet qui était abordé ouvertement. assez rapidement. Ouais. Voilà, quand ils parlaient de leur passé, ils pouvaient se faire des petites piques et c'était très clair. Pareil, on m'a jamais dit attends d'être amoureuse, attends le bon, attends le premier, ce genre de choses. C'était toujours des messages sur la sexualité, sur l'amour qui étaient très distincts. Mm. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans et je pense que ça a un petit peu conditionné justement forcément mon rapport à la sexualité. Mhm. Et en même temps, mes parents avaient aussi un rapport au corps, je pense que c'est important, qui était assez libre, vu que du coup, je les ai souvent vus nus. Il n'y avait pas de tabou autour de la nudité, ce qui fait que moi aussi, j'ai un rapport autour de mon corps qui est assez libre sur ce Mm. point-là. Surtout que pour comprendre, donc mes deux parents ont travaillé autour des arts de l'Afrique. Donc, il y avait beaucoup de statuettes, de masques. Donc, il y avait un rapport... il y a un rapport au corps en fait en Afrique et sur les statuettes, sur les représentations artistiques qui est différent. On voit des corps de femmes qui sont justement très hétérogènes. On voit des seins qui tombent, on voit des ventres. Enfin voilà, il y a tout un rapport aussi autour du corps et de la maternité. Donc j'ai toujours vu des corps quelque part différents qui étaient différents de justement du magazine Elle ou Marie-Claire qui pouvaient traîner. Mm. Donc ça aussi, ça m'a appris à intégrer les différentes formes de corps, je pense, et à être plus à l'aise en même temps avec le mien. Mm. Ça me semble assez clé. Et tes deux parents travaillaient? Oui, mes deux parents, justement, travaillaient ensemble. Donc, Ah ouais. vraiment, la fusion jusqu'au bout. Mm. Donc, étaient des entrepreneurs engagés, vu qu'ils avaient fondé une fondation d'art, donc autour des arts de l'Afrique, justement. Mm. Donc, je les ai toujours vus tous les deux. Je les ai toujours vus beaucoup travailler, entrepreneurs. Donc, ça aussi, je pense que ça joue dans mon modèle de dire, OK, on peut avoir beaucoup d'ambition, on peut en même temps avoir une famille, et on peut avoir de l'ambition tout en ayant un modèle qui est j'ai envie de dire, de changer le monde et d'aider vraiment les gens. Donc ça, j'ai eu cette double image que moi, j'essaie maintenant de reproduire. Voilà. Et t'avais une fratrie? T'avais des frères et sœurs? J'avais une petite sœur, Mhm. exactement, enfin, que j'ai toujours. Mhm. On est assez différents, donc c'est intéressant de voir comment le même environnement de vie Mm. peut créer justement un résultat qui est un petit peu, je vais pas dire opposé, mais oui. Voilà. Parce que chez nous, en fait, si le rapport au corps était assez libre, par contre, ce qui était tabou, c'était l'intimité et montrer ses sentiments. Beaucoup plus Ah. que la nudité du corps. C'était un peu vu comme une faiblesse. Donc, on a grandi là-dedans. Pleurer, c'était un peu être faible. Montrer aux autres qu'on avait des émotions, c'était être faible. Enfin, donc, il y avait tout ce travail que moi, j'ai beaucoup déconstruit ensuite, mais qui a été une vraie appropriation en fait de mon identité. Parce que pour le coup, moi, je suis au final assez sensible. Mm. Et c'était un chemin de pouvoir se reconnecter à ça et de dire que, par exemple, pleurer en public, c'était quelque chose d'impossible et de très difficile. Et voilà. Intéressant, l'intimité se situe à des endroits différents selon les familles, quoi. Exactement. Mm. Est-ce que tu peux nous parler du début de ta carrière, quand tu as commencé à travailler? Comment tu as pris tes décisions? Comment tu as fait tes choix? Alors, c'est un petit peu particulier, vu que moi, j'ai toujours eu la fibre business entrepreneur. Donc, j'ai monté ma première boîte quand j'avais 15 ans, donc au lycée, en même temps que j'étais en cours. Et c'était totalement, à cette époque, guidé par l'instinct. C'était voir un peu une opportunité et se dire, bah, OK, j'y vais, j'essaye, au pire, ça échoue. Bon, ça a bien marché à l'époque et au final, bon, j'ai C'était fini par quoi? arrêter. C'était un business de négociation de scooters, donc rien à voir. Mais c'était vraiment, en fait, c'était ce qu'on appelle un biais de confirmation masculin. Je me suis rendu compte quand je voulais acheter un scooter que le fait que je sois une femme, les hommes étaient persuadés que j'y connaissais rien. Mm. Donc, eux allaient faire une bonne affaire. Et en fait, ça me permettait d'acheter moins cher et de revendre plus cher. C'était tout bête. Et en fait, bah, je me faisais de l'argent de poche comme ça. On se disait, ah, bah, la petite, là, forcément, le scooter, il est propre. Forcément, elle l'a bien entretenu. Forcément, enfin, voilà, il y avait plein de biais qui se mettaient derrière. Et c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon premier business. Donc, c'est le début d'une carrière un petit peu précoce. Et ensuite, mon début de carrière à proprement parler après mon école de commerce a été un peu particulier, très ralenti, vu que
Mon père était malade, avait un cancer. Donc, du coup, j'ai fait le choix à ce moment-là de ne pas avoir un focus carrière, mais d'avoir un focus qui était vraiment sur ma vie perso pour travailler à mi-temps et pouvoir accompagner mon père justement dans ses chimios, dans ce moment de vie qui était particulier, Mm. parce que j'avais envie de profiter de ces moments-là. Je m'étais rendu compte quand j'avais perdu ma grand-mère déjà certaines années avant que la vie est éphémère et que quand la personne est morte, on ne peut jamais, jamais récupérer les moments. Et c'était une promesse que je m'étais faite quand j'avais 11 ans, quand j'ai perdu ma grand-mère, de me dire, je ne referai plus cette erreur. Jamais. La personne a disparu, je ne pourrai jamais retourner, juste prendre un café, enfin partager ces petits moments du quotidien. Donc, c'était quelque part un petit peu frustrant et non de dire, bah, je sors d'école, il y a pas mal d'opportunités, de choses. J'ai envie de me lancer, j'ai envie déjà de monter des business, mais non, je vais prendre quelque chose qui est simple, confortable, qui me permet juste d'être en mode survie et qui me libère ce temps nécessaire pour tout simplement aller faire des après-midi de chimio, quoi. Donc, c'est ça qui guidait mes décisions au début. Et je ne l'ai jamais regretté, sans hésiter, parce que pour le coup, la preuve en est, c'est qu'on a aussi tout le temps d'avoir un focus sur sa carrière juste après et pas forcément à 22 ou 25 ans. Ouais. Ouais. Tu étais déjà très déterminée et sachant très bien ce qui était important et où étaient les priorités, quoi. Exactement. Je me suis dit, en fait, ma tête, mon cerveau, ils vont rester là. Donc, je vais toujours pouvoir monter une boîte. Je pourrais toujours rejoindre des super belles aventures entrepreneuriales. Mm. Mais en fait, quand on voit son père, justement, qui est à l'hôpital et qui souffre, pour moi, il n'y avait pas vraiment d'arbitrage à faire et je ne regrette pas du tout ce choix-là. Ouais. C'était très beau. J'ai partagé des très beaux moments justement sur cette fin de vie qui, au final, aussi m'ont permis d'être, j'ai envie de dire, d'être aussi une meilleure maman et d'être un meilleur entrepreneur, quoi, sachant mettre les priorités là où elles sont. Et alors, justement, ce chemin entrepreneurial, tu l'as retrouvé après, tu as fondé Edoni. Il y a combien de temps là maintenant? Il y a 1 an, à peu près, un tout petit peu plus d'1 an, exactement. Donc, Edoni, qui est anciennement Nirvana Club, et dont la mission est, là je cite, redonner ses lettres de noblesse à la sexualité comme créatrice de liens entre les individus et vecteur d'appropriation de sa propre identité. Et tu es très engagée pour une sexualité sans pression. Ça change quoi et ça veut dire quoi, en fait, concrètement, tout ça? Une sexualité sans pression? Ouais, ton engagement, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est vraiment donc l'idée derrière Edoni, donc c'est une application, c'est de permettre d'avoir une sexualité épanouie, donc seule ou en couple. Et c'est de rendre cet épanouissement sexuel simple et plus tabou. En fait, c'est de mettre une approche qui est une approche bien-être dans la sexualité. De dire que la sexualité, contrairement à ce qu'on peut voir un petit peu, c'est pas forcément quelque chose de superficiel, mais que ça peut créer de la connexion et de la profondeur, aussi bien dans la relation en fait, qu'on a avec soi-même que la relation avec l'autre. Donc c'est vraiment ça qu'il y a derrière et qu'ensuite on décline. Donc ça, en fait, c'est ma mission de vie appliquée dans une startup pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte dans ma vie personnelle et ensuite dans ma vie associative et professionnelle. En fait, à 30 ans, je ressentais un vrai décalage entre la petite Aurélie, justement, de 7 ans, qui avait l'impression que faire l'amour, ça permettait d'aller dans le ciel, de vivre quelque chose de magique. Et Aurélie, à 30 ans, fiancée, installée avec un crédit dans un appartement. Enfin, voilà, c'était pas du tout ça. J'arrivais pas du tout, par exemple, à avoir de plaisir avec mon partenaire. Je pouvais pas jouir avec mon partenaire. Je jouissais difficilement toute seule, en tout cas que dans une seule position. Enfin, voilà, j'avais une sexualité qui était quelque part très limitée et en décalage avec ce dont je rêvais. Donc, je suis partie un petit peu en exploration pour me dire, OK, je pense qu'il existe des solutions. Je n'ai pas trouvé de solution en fait, clé en main un petit peu concrète. Donc, ça m'a emmené loin. J'ai voyagé en Inde, à Goa, je suis allée au Burning Man aux États-Unis. Comme on le verra après, j'ai repris mes études pour passer un diplôme de sexothérapeute. J'ai rencontré des centaines de gens et c'était incroyable en fait, d'apprendre aussi au contact de ces personnes en fait, pour me réapproprier mon corps et en fait, me réapproprier ma sexualité. Et au final, je m'en suis rendu compte, me réapproprier ma vraie identité par ce chemin-là. Et là, arriver à quelque chose qui est juste incroyable. Par exemple, là, je peux jouir plus de 12 fois, je peux jouir sans aucun contact physique, en mode orgasme tantrique. Enfin, voilà, je trouve que le décalage, il est assez incroyable. Et très vite, j'ai eu cette volonté de me dire, moi, j'ai vécu cette frustration. J'avais limite de la honte à pas pouvoir jouir, à pas jouir avec mon partenaire, où ça crée des énormes tensions. Et j'ai voulu le rendre accessible au plus grand nombre, me dire, en fait, cette révolution que j'ai vécue, elle est aussi
importante que la méditation, que le yoga, que du coup, moi je pratique aussi. Et j'avais envie de faire cette révolution au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'il y a eu Edonie. Et au début, ça a commencé plus par un rôle de bénévole que j'ai eu en association, où j'ai animé des ateliers avec des femmes, beaucoup. J'ai vu passer plusieurs milliers de femmes pour donner une idée. Donc, ça permet aussi de se rendre compte des différences de chacune et voir à quel point les exercices justement qu'on a développés au fur et à mesure, en fait, ça change la vie des gens, quoi. À quel point reprendre le contrôle de sa sexualité, de son corps, de son plaisir, en fait, ça change toute sa vie derrière. Ouais, pas uniquement la sexualité, ça va bien au-delà. Exactement, c'est un point d'entrée en fait. C'est un point d'entrée, ça permet de développer la confiance qu'on a en soi, la confiance qu'on a en l'autre aussi si on est en couple. Ça permet d'être bien dans son corps, quoi, en fait. C'est une porte ouverte. Enfin, la sexualité peut avoir quelque chose de tellement magique que c'est une expérience qui transcende le quotidien. Et justement, avec tous ces voyages que tu as fait, qu'est-ce que tu as... Il y a des choses universelles que tu en as tirées, entre les différences culturelles, parce que cette notion de tabou, elle est très liée aux cultures. J'imagine qu'on ne vit pas les choses et on ne parle pas les choses de la même manière dans tous ces pays que tu as visités. Qu'est-ce qu'il y a d'universel ou pas d'ailleurs dans ce que tu as pu voir? Alors là où ça fonctionnait justement assez bien, et c'est ça qui était intéressant, c'était cette approche dont tu parlais juste avant de sexualité sans pression. Ce que j'ai retrouvé, que ce soit dans des formats plus américains que dans des formats justement plus spirituels en Inde, c'était toujours que la sexualité avait été déconnectée de son paramètre de pression, que moi pourtant j'avais beaucoup expérimenté ici. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé partout. Donc c'était la sexualité qui rajoute pas de charge mentale. Et en fait, c'était quoi au final? C'était de ne pas avoir de notion de performance derrière ça. Ouais. Par exemple, en tant que femme, souvent on se dit je dois jouir. Moi, j'avais un peu ça. Et c'est quelque chose que j'ai eu énormément en atelier où des femmes se disaient je dois jouir, sinon il va se dire que... Enfin, tout le script qu'on se fait derrière. Pareil, la pression masculine de se dire je dois avoir une érection, je dois réussir à là ou le faire jouir. Le couple, toute la pression du couple, de se dire que si on ne fait pas X fois par semaine, X fois par mois, ça veut dire qu'on n'est pas amoureux, ça veut dire que le couple a un problème. En fait, tout ça, ça met une énorme pression et en fait, c'est très nocif à une sexualité qui est épanouie. Et en fait, les autres cultures, quelque part, ne l'avaient pas et avaient retiré cette partie pression, quoi. Et c'était la plus pure connexion à soi. Enfin, c'était ce que tu décrivais tout à l'heure, cette idée d'être en lien avec soi-même, avec l'autre, au-delà de ce qu'on... Enfin, je me souviens, on en avait un peu discuté ensemble, mais effectivement, cette pression, moi, je me rappelle des articles, je ne sais plus quel magazine de jeunes femmes c'était il y a des années, qui donnaient des conseils pour pimenter sa vie sexuelle, et c'était des trucs du genre... il faut faire une fellation sous la table à son mec quand on est au restaurant et tout. Et le genre de truc, typiquement, qui met la pression. Tu te dis, mais enfin, je dois être pas normale si j'ai pas envie de faire ça ou si je me vois pas du tout faire ça. Cette idée de normalité aussi, peut-être. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu beaucoup en atelier et qu'on a beaucoup aussi avec nos users, c'est de nous dire, les gens se sentent pas normaux de dire, attends, j'ai pas envie de tester telle ou telle ou telle technique. Mais en fait, justement, retirer la pression, c'est dire, mais il n'y a pas de problème à ça, en fait. Il y a déjà 1 milliard de choses qui sont belles, qu'on peut explorer. Donc, il n'y a pas besoin, c'est aussi s'écouter, en fait. De dire, on n'a pas besoin... la sexualité, c'est pas forcément des objectifs qui sont mesurables et applicables. On est dans une approche bien-être, on est dans une approche de plaisir, de connexion. Donc, c'est différent, c'est le chemin qui est intéressant aussi. Dans tout ce que tu as partagé jusque-là, il y a quelque chose qui résonne très fort dans ce que j'entends, il y a une notion d'engagement qui est hyper importante. C'est pas... parce que tout à l'heure, tu parlais de toi et de ce que tu avais réussi à découvrir, et j'entends bien que c'était pas... tu parlais de performance aussi, c'était pas pour la performance que tu nous partageais ces 12 orgasmes, c'était par rapport à ton évolution personnelle, mais il y a de l'engagement vraiment dans ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous parler de cet engagement? Et notamment, j'ai découvert en lisant des choses sur toi qu'il y avait un sex tech for good. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de comment cet engagement tu le portes et tu le vis? Alors, je pense que l'engagement, il vient aussi je viens d'une famille où il y a eu pas mal d'abus, de violences sexuelles sur des femmes. Et je pense que quelque part, c'est un peu prendre la revanche sur la lignée, de dire, au final, utiliser ce qui peut être justement destructeur. La sexualité elle peut être destructrice d'identité dans le cas des abus, et reprendre cet outil sur sa base magique et de dire, je vais utiliser cet outil pour recréer de la connexion, recréer du lien. Je pense que l'engagement, il est là, c'est un peu de retourner ça. Et très vite, j'étais en association, en effet, Edonie, du coup, donc notre application,
fait partie de Sex Tech for Good. Donc, le but, c'est une association pour aider à avoir en fait un futur qui est plus ouvert, qui est plus inclusif, plus jouissif, avec vraiment en fait le bien-être de chacun au cœur de la société. Donc ça, c'est intéressant. Et ça nous permet aussi de rencontrer d'autres acteurs qui ont ce même engagement justement autour de la sexualité, du bien-être. Notamment, maintenant, on travaille avec Tu me plais, qui est une start-up du ministère de la Santé. On fait de la prévention chez les jeunes. Du coup, maintenant, il y a certains des contenus de notre appli, donc d'Edonie, qui vont être distribués sur des 13-25 ans pour de la prévention, pour aider les jeunes filles et les jeunes garçons à mieux connaître leur corps, à savoir dire non et avoir une nouvelle approche de leur plaisir qui est très différente de ce qu'on voit dans le porno. Donc, en fait, j'ai envie de dire, l'engagement, il fait partie de l'ADN d'Edonie, vu que ça fait aussi partie de mon ADN. Et ça passe aussi pour moi par l'inclusivité. C'est-à-dire qu'on a une volonté forte. Là, il y a la nouvelle appli Edonie qui sort dans quelques semaines. C'était de dire, dès le début, on considère qu'une personne est une personne. Parce qu'on nous a très vite dit, sortez juste une version femme ou une version homme ou une version, couple hétéro. En fait, ça ne me parlait pas. Je disais, en fait, une personne est une personne. Donc déjà, on va arrêter de toujours tout scinder. Donc dès le départ, dès le lancement, on a un programme qui est accessible hommes, femmes, mais également trans, non-binaires. On est ouvert aux couples hétéros, mais aux couples qui ne sont pas hétéros, aux couples gays, aux couples lesbiens. Enfin voilà, on a voulu faire quelque chose qui est accessible à tout le monde en fait. Je pense que c'est important. Dès le design de l'application. Dès le début, voilà. Ouais. C'est pas dire vous allez devoir attendre. En fait, pourquoi ? C'est une forme de discrimination de dire que certaines personnes doivent attendre. Et il y a un truc qui est hyper fort dans ce que tu dis aussi, c'est cette idée que le plaisir est essentiel et pas accessoire. Et ça, c'est un truc, dans cette phrase, moi, j'entends une portée beaucoup plus large même que la sexualité. Qu'est-ce que tu mets, toi, dedans ? Exactement. Alors, le plaisir, moi, je parle souvent de plaisir sexuel, mais en fait, c'est vrai, le plaisir en général, pour moi, ça fait partie, en fait, des droits de l'homme, un peu des droits humains fondamentaux qu'on oublie. Parce qu'en fait, le plaisir, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de prendre possession de son corps, quelque part, de mieux se connaître, d'être bien avec soi, d'être bien avec les autres. Et encore une fois, prendre le contrôle et connaître son plaisir, c'est prendre le contrôle de sa vie. Et surtout en sexualité, mais en effet, ça peut être d'autres plaisirs. Je trouve que l'expérience qu'on fait du plaisir un petit peu transcendantal, enfin d'une forme de plaisir qui est de l'extase, qui est très intense, ça change, en fait, ça radicalement transforme la personne qu'on est et ça change notre quotidien. C'est pas juste un petit one-shot égoïste qui fait du bien, c'est pas du tout ça. Mais quand on a une approche du plaisir qui est profonde et qui est plus superficielle, c'est un vecteur tellement puissant d'identité, de puissance, en fait. Voilà. Et souvent, je trouve que le plaisir, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu et c'est ce que je ressens, surtout dans les femmes avec lesquelles on travaille chez Edonie, c'est que souvent, le plaisir, il arrive en bas de la liste, en bas de la to-do list. D'abord, il y a le summer body. D'abord, il faut être un papa ou une maman parfaite. D'abord, il faut délivrer au taf, lancer la lessive et peut-être, s'il reste un tout petit peu de temps, je vais me dire que je vais avoir du plaisir. Non, mais c'est ça. C'est l'inverse. C'est dire, le plaisir, c'est toujours tout en bas. On me dit, j'ai pas le temps. Oui, mais en fait, dans ce cas, on a le temps pour rien si tout est toujours en haut de la to-do list. Donc, c'est dire, qu'est-ce qui se passe si on fait l'inverse ? On dit le plaisir. En fait, c'est essentiel. Je ne vais pas négocier sur mon plaisir, sur mon bien-être. Et donc, je vais d'abord être bien avec moi, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et en fait, tout le reste, quelque part, s'enchaîne beaucoup plus facilement. En fait, on est mieux dans son corps, donc quelque part, le summer body, soit il vient tout seul, soit en fait, ça devient moins une préoccupation. On a un parent un petit peu plus cool, donc quelque part, ça se passe aussi mieux. On est plus efficace, on est plus productif, donc on délivre mieux au taf. Enfin voilà, je pense que tout se met aussi en place assez naturellement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a voulu prendre en compte très fortement chez Edonie. Donc, on a des formats qui sont courts, que les gens peuvent vraiment faire dans la vraie vie. C'est pas on doit bloquer un créneau de 2, 3 ou 5 heures. Non, on a plein de formats qui sont autour de 10-15 minutes que les gens peuvent vraiment faire dans la vraie vie, surtout les jeunes parents, quoi. Donc voilà. Tu prêches tellement une convaincue sur cette idée que plaisir en premier, soin de soi en fait en premier, et que tout le reste découle de ça. Et justement là, tu me fais une super transition pour les parents. Sexualité et maternité, c'est un gros sujet. Ça aussi, ça passe souvent à l'arrière-plan avec l'arrivée des enfants. Il ne s'agit pas du tout de dire que c'est un problème en soi, mais de se dire comment est-ce que je me réapproprie une sexualité qui me convient, qui recrée du lien en fait. Quelles sont les questions que tu as autour de ça et c'est quoi les préoccupations des parents que tu reçois ?
Alors, je pense qu'on n'est pas assez préparé en amont que la sexualité va changer. Donc, on parle beaucoup de tout ce qui est postpartum, qui est franchement un tsunami, un chamboulement, mais il y a aussi forcément une influence sur la sexualité du couple, ne serait-ce que parce que c'est exactement ce que tu as dit. Dans les faits, le couple n'a plus beaucoup de temps et surtout n'a plus beaucoup de temps tout seul. Il y a souvent la troisième petite nouvelle personne qui est greffée. Donc, tout de suite, la sexualité devient beaucoup plus compliquée. Donc, voilà. Donc, dans ce cas, c'est aider les parents déjà encore une fois, à se retirer la pression. Il n'y a pas d'obligation de reprendre la sexualité au bout de 2 semaines, un mois, 3 mois. Enfin voilà, c'est chacun qui doit aussi respecter et sentir son rythme. On peut être trop fatigué au début pour avoir une sexualité et c'est OK. Et c'est pour ça que nous, quand on parle de sexualité, on parle aussi beaucoup de connexion et d'intimité. On a justement chez Denis un programme jeunes parents et un programme reprise de la sexualité après l'accouchement. Mais tout le début, on n'a que des exercices quasiment autour de la connexion et de l'intimité, où les parents vont faire des exercices habillés, justement, et vont se regarder dans les yeux, vont travailler leur lien et leur connexion, justement, pas on va se jeter et faire l'amour sur le canapé, ce qui devient plus très réel au début. Et en fait, je pense que c'est être doux avec soi-même et avec son couple. Donc, déjà, retirer cette pression et en même temps, le respecter et s'aménager du temps pour soi, de dire, OK, on est coparents, on est parents, mais on reste aussi un couple, on reste un couple sexué et un couple sexuel. On n'est pas uniquement de parents. De gestionnaires. De gestionnaires, exactement. Donc, aménager aussi des espaces pour cette connexion. Arrive ce qui arrive, c'est la sexualité ou pas, en fait. Et ça peut juste être prendre 5 minutes pour se prendre dans les bras, pour se regarder dans les yeux, pour parler d'autre chose que l'enfant. Enfin, voilà, c'est recréer des moments pour le couple et remettre le couple, en fait, au cœur aussi de la famille, quelque part. Ça me fait penser ce que tu partages là. J'ai eu récemment Jerry Hyde dans le podcast, qui est un thérapeute anglais que tu connais peut-être, qui a fait le film Make Me Man et qui était génial cet épisode à plein d'égards et en particulier parce qu'il prenait beaucoup, beaucoup de hauteur en disant on est dans une période à l'échelle de l'histoire de l'humanité de transition phénoménale où le fait que les femmes aient massivement investi le monde du travail, que les hommes ne l'aient pas quitté en échange, qu'il n'y ait pas eu de mouvement inverse, ça pose des problématiques très fortes d'organisation, de qui fait quoi, de place, de rôle. Et on n'a pas résolu ce truc-là. Et il dit, mais c'est presque la pression, elle est presque insoutenable sur les couples aujourd'hui, sur les familles telles qu'elles ont toujours existé et telles que le monde n'est plus adapté pour qu'elles fonctionnent. Et tu vois, de t'entendre parler de cette connexion, de cette intimité pour laquelle il faut se battre, en fait. Mais je dis ça, pas le battre dans un sens d'un effort, mais se battre en se disant, c'est une priorité, ça compte, quoi. Comment je fais de la place à ça? Ça me fait vraiment penser à ça, ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est dur. Enfin, quand on est sous l'eau, quand on est uniquement deux à gérer, à gérer un enfant, en effet, on dit souvent il faut une tribu pour élever un enfant, c'est exactement ça. Mais en fait, dans les faits, on est très souvent seul et juste deux. Donc, c'est là où justement la notion de plaisir, mais la notion de couple risque de devenir accessoire. Et c'est de se dire, moi, je parle souvent de la charge minimum nécessaire ou la charge minimum utile. On l'a beaucoup en sport, en yoga, en tout ce qu'on veut. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est de se dire, j'ai pas le temps, je suis fatiguée. Oui, mais en fait, ça peut être que 5 minutes. Oui, en effet, il n'y a plus le temps, il n'y a pas forcément le temps de dire on va prendre les 2 ou 3 heures. Mais trouver 5 minutes. L'enfant vient de s'endormir, on sait qu'on a un créneau de 1 heure ou 2 heures. On va faire la sieste, bien sûr, dormir, se reposer, c'est fondamental, manger, se doucher, mais prendre même 5 minutes avec son conjoint, faire un petit exercice de connexion pour se retrouver, recréer du lien et en fait être reparti, quoi. Ces 5 ou ces 10 minutes de connexion, elles vont tout changer. Parce qu'elles vont permettre de dire ok, on est toujours là, on est ensemble, on est alignés, et on recrée du lien, quoi. Et ça, ça nécessite un effort parce que quand on est dans un tsunami, ça nécessite de s'aménager ces petits créneaux. Voilà. Mais c'est pas évident, c'est un combat. Ouais, c'est un combat, c'est un choix, c'est une décision délibérée de s'en préoccuper. Je voudrais qu'on parle de toi parce que cette société, Edonie, tu l'as lancée dans une période très particulière pour toi, au moment où toi, tu te séparais du père de ton fils. Est-ce que tu peux nous parler des étapes dans ta vie qui ont conduit à la création d'Edonie? Alors, Edonie, c'est mon deuxième bébé, même si il est né en même temps, comme je disais, exactement comme tu disais, moi j'ai toujours, de par mon modèle familial, cru au couple, aux relations, et en fait, quel que soit le format du couple ou l'aménagement qui est choisi. Dans mon cas, j'ai été beaucoup en couple, j'ai été plus de 19 ans en couple, j'ai une très longue relation de 15 ans, donc
Quand je parle avec des femmes plus âgées de 40, 50 ans qui peuvent me dire « Oui, mais vous savez pas ce que c'est quand ça fait 10, 15 ans qu'on est ensemble ?» Je fais « Bah si, j'ai déjà été 15 ans en couple, je vois très bien ce que c'est. » Donc ça, déjà, je pense que c'est une force d'avoir vécu ces formats de couple très différents. Et en fait, toutes les relations ne sont pas faites pour durer. Moi, à un moment, comme tu le dis, j'ai fait le choix de me choisir moi en premier. L'image que j'aime bien reprendre, qui m'avait beaucoup parlé, c'est celle dans les avions, tu sais, du masque à oxygène qui tombe, où on te dit, il faut d'abord mettre ton masque à oxygène à toi avant de mettre celui de ton enfant. Et ça, c'est très fort, parce qu'en tant que parent, l'instinct, c'est de dire, je dois protéger, je protège ma chair, je protège ce que j'aime le plus au monde. Et en fait, c'était un petit peu ça. C'était de se dire, là, en fait, j'ai besoin de penser en premier à moi. Et quel modèle j'avais envie pour mon fils aussi. Est-ce que je voulais qu'il ait une maman qui ose, une maman qui soit super épanouie, très heureuse, qui défende ses intérêts à elle et ses intérêts à lui, ou une maman qui reste dans une situation qui lui convient pas, juste pour conserver le modèle auquel, c'est vrai, je tenais, de petite famille un petit peu traditionnelle à trois. Et en fait, avoir le courage, avec un enfant de 1 an seulement, de prendre cette décision-là, qui est une décision extrêmement difficile, ça a été incroyablement libérateur. Ça m'a donné le courage de lancer Denis dans la foulée, en fait. Parce que je me suis dit, j'attends d'attendre les conditions parfaites. Là, les conditions, elles ne sont pas parfaites. Il y a le Covid. Je suis maman solo d'un enfant de 1 an en garde exclusive. C'était terrible, mais en fait, c'était génial. Et ça a changé un petit peu mon point de vue de me dire, en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des circonstances. Et après, c'est la manière dont on va regarder ça et ce qu'on en fait. Donc, toutes les circonstances, bien sûr, ne vont pas être toujours positives. Mais quelque part, c'est comment on les transformer. Et mon père m'avait dit une phrase qui revient, et c'est ça, en fait, c'est choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et c'est un peu ça. J'ai pris des choix difficiles à un moment qui font que là, ma vie, elle est incroyable, elle est très alignée, très équilibrée. Et je pense que c'est ça. À certains moments, il faut savoir trancher. J'avais jamais entendu cette phrase-là qu'a dit ton papa. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. C'est tellement vrai. Ça vient de la pensée stoïcienne, apparemment. J'avais fait quelques petites recherches et c'est ça. Oui, parce que de l'extérieur, on se dit waouh, quel courage. T'as senti un changement dans ta façon de penser les choses, ou c'est quelque chose que tu avais en toi, cette détermination, cette... Alors, je l'ai toujours beaucoup eu, des enfants. J'ai toujours un peu cette personnalité assez volontaire. J'ai toujours adoré prendre des risques. Enfin, voilà, je fais des sports extrêmes aussi, donc je pense que c'est lié. Mais je pense aussi que c'est d'avoir vécu cette partie à l'hôpital et le décès de mon père. Je me suis aussi rendu compte que, en fait, oui, on peut quelque part perdre. Parce que quand on se bat contre la maladie pendant plusieurs années, jusqu'au bout, moi, je pensais qu'on allait gagner, entre guillemets, qu'il allait survivre. En fait, se dire, on peut vraiment tout perdre. Tout peut se terminer. Et quelque part, j'ai survécu et ça a été une très belle transformation de tout ce processus de deuil. Donc, dire même dans la pire situation du monde, on survit, on vit et il se passe de très belles choses après. Donc, de l'avoir déjà vécu, je pense, expérimenter sur cette partie difficile du deuil, c'était plus facile de me dire, OK, je vais prendre une décision difficile, ça va être terrible, cette séparation va être extrêmement difficile, mais je sais que je vais survivre et je sais que derrière, au-delà de danser sous la pluie, on va aussi danser sous le soleil qui va venir. Donc, c'est ce courage de dire, OK, je sors de ma zone de confort et surtout, je pense que j'accepte l'inconfort. Je reste pas dans ma zone de confort. Ouais. Je me dis pas, je sais que l'inconfort, en fait, ça fait partie de la vie et j'aime bien. Donc, j'accepte de me dire, je vais rester dans une zone inconfortable parce que c'est la zone où j'apprends, c'est la zone où je grandis, c'est ma zone de croissance, en fait. Donc, je reste pas dans une situation qui est confortable. Ouais, qui est confortablement inconfortable. Exactement, voilà. Parce qu'en fait, souvent, c'est pire. Je m'en suis rendu compte. Ouais. Les Équilibristes, c'est un podcast qui explore un peu comment on fait de la place à toutes les facettes de soi qui comptent, comment on fait cohabiter l'ambition pro, l'ambition perso, tout ce qui rend la vie riche. Avec cette idée qu'on peut tout avoir, mais peut-être pas à fond en même temps. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Comment tu joues sur les curseurs, toi ? Moi, je suis aussi convaincue par ça. C'est le pari un peu fou que j'ai fait, justement, au moment de ma séparation, il y a un peu plus d'1 an. C'est tout m'est tombé dessus. J'avais beaucoup de croyances limitantes de me dire, oh là là, la vie de parent, il n'y a pas forcément beaucoup de liberté. Encore pire, la vie de maman solo. Et c'est ce que tout le monde m'a dit. Ils m'ont dit, oh, mais tu te rends pas compte de ce que tu fais. Tu es folle. Ça va être terrible. Mais en fait, quand j'écoutais ma petite voix, et je pense que ça a été pareil pour toi, mon instinct disait le contraire. Je me dis, non, mais en fait, ça va être possible.
Et il y a eu une vraie transition. Moi, je suis partie faire une retraite à la montagne avec une amie d'une semaine, où j'ai visualisé un petit peu tout ce que je voulais, me dire, en fait, je pense que c'est possible et comment je vais le faire. Et ce qui me vient, c'est que je me suis un peu rendu compte à ce moment-là qu'il y avait 4 points clés. La première chose, c'est exactement ce que tu dis, c'est d'accepter qu'on n'aura pas tout à fond exactement en même temps. Tous les curseurs vont pas être au max. Et quelque part, c'est ça. Moi, par exemple, j'ai pas mon fils 10 jours cet été. Au début, je m'étais embarquée sur, parce que je suis très sportive, aller faire l'ascension du Kilimandjaro. Et quelque part, je me suis dit, vas-y, défi sportif, j'ai envie de faire ça, j'adore. Et quelque part, mon associé sur Edonie m'a dit, on est en plein lancement, on a énormément de travail. Est-ce que c'est adapté à la période d'aller faire ce défi sportif? Et je me suis dit, bah non, en fait, peut-être pas, mon énergie, peut-être qu'elle va pas être gravir le Kilimandjaro cette année, je ferai ça l'année prochaine ou l'année d'après, elle va être sur Edonie. Du coup, je vais faire une retraite de yoga à la place pour conserver mon énergie. Donc, moi, j'ai tout, mais je peux pas tout faire forcément maintenant. Ça c'est exactement ce que tu dis. Et l'autre point pour moi qui est important, c'est de savoir ce que je veux moi. Parce que, OK, je veux on peut tout faire, mais en fait, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ça la question. Moi, j'ai envie de passer des moments de qualité avec mon fils. J'ai envie de beaucoup pouvoir travailler sur ma startup que j'adore. J'ai envie de pouvoir faire du sport, du yoga, d'avoir une très belle vie sexuelle, de pouvoir travailler sur moi. Mais en même temps, ça m'a permis de me dire, bah, qu'est-ce qui n'est pas important? Qu'est-ce que je peux lâcher pour avoir plus de temps et pour avoir les curseurs hauts, mais sur ce que je veux? Et par exemple, moi, je n'utilise pas les réseaux sociaux. J'ai pas Netflix, je regarde pas de séries, je regarde pas la télé. Donc, j'ai pas ce que j'appelle un petit peu les voleurs de vie. Je perds pas du temps à scroller. Donc, je récupère aussi du temps sur des choses qui m'apportent rien. Je pense que ça, c'est important. Et pareil, j'ai appris à dire non. J'ai pas de FOMO de me dire que c'est pas parce qu'on me propose une soirée que je suis obligée d'y aller. En fait, c'est pas grave. Je peux choisir de plutôt me reposer, d'aller lire ou voilà. Donc, je pense que ça, c'est important de dire à quoi je suis prêt à renoncer, qu'est-ce qui en fait est important pour moi. Voilà. Et aussi, forcément, l'organisation, on en parle souvent, mais planifier, organiser. Moi, je suis un peu particulier, mais je planifie même des périodes de spontanéité. Parce qu'en fait, je trouve que quand tout est cadré, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'aide, j'ai une jeune fille au père, pour pouvoir avoir le cadre de vie et le rythme de vie que j'ai, qui est assez génial. Mais à un moment, je manquais de spontanéité. Tout était cadré. OK, j'ai tel créneau, je fais du sport, tel créneau, je fais du yoga, tel créneau, je bosse, tel créneau, je suis avec mon fils, tel créneau, je vois mes amis. Mais en fait, j'avais plus de moments, comme j'avais avant, de spontanéité où juste me dire, bah là, je fais ce que je veux, ou là, je sais pas ce que je vais faire. Et du coup, maintenant, je les planifie. Et c'est quelque chose qu'on a repris chez Edonie en couple, où le couple planifie des périodes de ce qu'on appelle de spontanéité. C'est bloqué, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais en fait, on a prévu du temps pour être spontané. Et en fait, c'est génial. Au début, je me disais, bah, c'est un peu bizarre, mais en fait, quand on le vit, ce moment, il arrive, et j'ai un peu d'adrénaline, je ne sais pas ce que je vais faire. Et en fait, je me retrouve de nouveau à être, OK, là, j'ai 2, 3, 4 heures, une soirée à moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Et le fait de l'avoir planifié, ça me permet de le préserver. Ça, je trouve que c'est important. J'adore l'idée. Ouais, c'est fou, quoi. Et en fait, j'ai ce nouveau cette adrénaline de me dire, oh là là, bah, je fais ce que je veux, je sais même pas. Et parfois, en fait, je fais rien. Mais j'ai cette opportunité d'avoir cette spontanéité. Et chez Denis, on aide les couples à faire ça en se prévoyant du coup des périodes et même les jeunes parents de dire, vous bloquez un créneau de babysitter. Vous savez même pas ce que vous allez faire forcément. Parce que parfois, bon, on sait pas ce qu'on va faire. Mais c'est pas du temps perdu, c'est du temps de qualité de pouvoir retrouver en fait cette spontanéité. Peut-être qu'on va juste aller faire un tour de pâté de maison, marcher, aller au resto ou s'embarquer dans quelque chose d'autre. Mais en fait, bah, c'est beau de pouvoir retrouver cette liberté, quoi. Mais il faut la prévoir. Sinon, en fait, dans les faits, encore une fois, tout en bas de la to-do list, la spontanéité, ça va être derrière les courses, derrière tout ce qu'on veut. Et ça, je trouve que c'est beau. Et il y a un autre point, un petit tips que moi, qui m'a beaucoup aidé, c'est d'optimiser tout ce qui peut l'être. Je prends l'exemple des courses. C'est que moi, j'ai automatisé tout ce qui est récurrent. C'est-à-dire que j'achète pas de papier toilette, d'éponge, je couche, tout ça. J'ai défini une périodicité et j'ai des abonnements pour ça, où tout arrive. Donc, je n'ai pas la charge mentale de me dire, on va plus avoir de lessive, on va plus avoir de couches. Non, en fait, tout ça, j'y pense pas. Ça arrive tout seul. Donc, voilà. Donc, j'ai mis en place plein de choses très automatisées pour me libérer de l'espace, de la charge mentale, me dire, en fait, plutôt que d'aller faire les courses, j'ai le temps d'aller passer un super moment avec mon fils, de danser ou de méditer ou de bosser sur Edonie, quoi. Tu as dit, tu as partagé plein de trucs super concrets, c'est génial. Et il y a un truc que tu as dit au tout début qui fait vraiment écho, cette idée d'énergie, tu sais. Je crois beaucoup au fait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Tu vois, qu'il y a vraiment, en travaillant sur soi, en ayant les idées claires sur ce qui est important, avoir une boussole, un cap hyper clair, on peut faire ce qu'on veut. Et en même temps,
l'énergie, elle n'est pas infinie. On a beau dire ce qu'on veut, l'énergie n'est pas infinie. Et de la gérer comme on gère, je sais pas, des stocks de choses finies, quoi. Ça aide à être très focus et à se dire, voilà, mon énergie n'étant pas infinie, dans quoi j'ai envie de l'investir, qu'est-ce qui compte avant les autres choses. Et ça aide quand même à... C'est exactement ça. Moi, je vois mon énergie et je me dis, en effet, mon énergie, elle n'est pas finie. Et c'est encore une fois le risque de dire que quand le plaisir devient accessoire, c'est qu'il va être tout en bas. Donc, s'il est tout en bas, c'est le moment où on n'a plus d'énergie. Soyons clairs. C'est ça. Et exactement. C'est ça. Et cette énergie, elle se gère. Et du coup, mais ça, c'est savoir s'écouter. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qu'on peut utiliser et qu'on peut dilapider sur des choses qui, en fait, sont pas pour nous, sont pour une image, une pression sociale qu'on va se mettre qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, du coup, je trouve que faire un travail sur soi pour reprendre le contrôle un peu de ce qui est important, reprendre le contrôle de sa vie, de ses émotions, ça permet aussi de récupérer de l'énergie. Parce que l'énergie, dans ce cas, on va plus la mettre sur des choses qui sont de la façade, en fait. Donc ça, je trouve que c'est important. Je sais que tu cherches aussi à amener ce sujet-là en entreprise. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'aime bien explorer justement. Pour moi, il n'y a plus de frontière entre le pro et perso. La frontière maintenant, c'est la frontière de l'intime, entre ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas, notamment en entreprise. Comment tu penses amener ces sujets-là en entreprise? Sous quel angle? Et comment c'est reçu quand tu commences à y aller là en ce moment? Exactement. Nous, le point qui est quand même assez rassurant pour les entreprises, c'est qu'on est des pros. Moi, je suis sexothérapeute. On a un médecin en interne également et on est recommandé par des pros de santé. On a des sages-femmes, des médecins, des kinés, des ostéos qui nous distribuent. Donc, au final, on est disponible au grand public dans quelques semaines, mais on a aussi beaucoup recommandé par des pros. Donc, ça rassure, comme le fait de travailler avec le ministère de la Santé. Donc, on a ça qui nous permet en fait d'avoir un accès, un premier accès, j'ai envie de dire, à l'entreprise. Et c'est exactement ce que tu dis. Nous, il y a deux facettes sur l'entreprise. La première, c'est de dire que le bien-être et le bonheur des salariés doit être une préoccupation de l'entreprise. Tout simplement, à l'heure actuelle, c'est plus cloisonné. Au-delà du fait que, bien sûr, ça va impacter la productivité. Un salarié qui est plus heureux, c'est un salarié en fait qui est plus épanoui, qui va mieux travailler et en même temps qui va apporter plus de créativité et plus de choses à son entreprise. Donc pour moi, se dire la vie perso et la vie pro, elles sont séparées, c'est ce que tu dis, ça n'a pas vraiment de sens. Au-delà de ça, on le sait, dans le cas de séparation, de rupture, de divorce, le malaise que les gens ressentent, il se ressent forcément sur la qualité de leur travail, sur la qualité de leurs collègues, en fait. Tout ça, c'est pour eux. Et la sexualité, c'est pas la barrière, tu vois, la ligne infranchissable. Je me fais l'avocat du diable. Je suis très curieuse de savoir comment c'est accueilli. Pas forcément dans notre approche, puisque nous, on a une approche, encore une fois, qui est une approche qui est épanouissement. Donc, on est sur l'épanouissement sexuel, on n'est pas sur une approche, on est sur une approche bien-être et plaisir, pas sur une approche du tout porno. Voilà. Donc, je pense que cet angle, il est quand même différent. Et au-delà de ça, on a également pour les entreprises, on a toute une partie qui est intéressante parce qu'on a des programmes sur le consentement, sur le genre. Donc tout ça, en fait, en préventif au travail, c'est très intéressant pour les entreprises de se dire, je suis un énorme groupe, surtout avec MeToo, tout ça. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, j'ai pas envie qu'il y ait du harcèlement. Et nous, on a aussi une partie prévention là-dessus, parce qu'en fait, en faisant de la sensibilisation dans Edonie avec des programmes consentement, en fait, quelque part, ça coupe l'herbe sous le pied à plein de petits détails, de petites violences du quotidien que certains salariés pourraient faire sans même se rendre compte, en fait. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi bien en préventif sur ça que, en même temps, l'approche bien-être. Et des salariés où l'entreprise dit, voilà, on vous aime tellement, on a tellement envie que vous soyez heureux qu'on va vous aider à avoir une vie sexuelle épanouie et une vie de couple épanouie. Vu qu'on travaille aussi beaucoup sur le couple, on a deux programmes, une partie qui est à faire en solo et un programme qui est à faire en couple. En fait, c'est génial pour le salarié de se dire, OK, mon entreprise, alors bien sûr, tout est confidentiel, hein, l'entreprise n'a jamais accès à quelques données que ce soit de ses salariés, mais juste dire, voilà, comme l'entreprise peut aider les salariés à faire du sport et à subventionner du sport, je subventionne la vie personnelle et l'épanouissement de mon salarié. Et en même temps, j'évite les problèmes en les sensibilisant au consentement, à toutes les notions de genre. Voilà, on a tout ça qui est inclus dedans. C'est quoi les prochaines étapes pour Edonie? C'est quoi ton ambition? Alors, nous, on a une grosse ambition pour Edonie, vu qu'on a vraiment envie d'être le leader mondial, de dire, voilà, on est l'application pour avoir une sexualité épanouie seule ou à deux, mais on va être l'acteur majeur de référence sur tout ce qui est épanouissement sexuel digital.
Donc là, on a le lancement grand public, encore une fois, français dans quelques semaines. Le but, c'est très rapidement d'avoir un développement à l'étranger en début d'année prochaine. On a une levée de fonds aussi qui va commencer. On a de la chance d'être déjà aidé par la mairie, et subventionné par la mairie de Paris et par la BPI. Donc, on a de la chance d'être reconnu comme une entreprise innovante qui veut faire changer les choses. Donc ça, encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et voilà, donc le but, c'est très vite d'être disponible aux États-Unis, dans toute l'Europe, pour vraiment mener une vraie révolution de l'épanouissement sexuel accessible et disponible à tous, avec une approche bien-être qui ne soit pas malaisante. Donc, nos contenus, par exemple, sont dessinés. Par exemple, on utilise des dessins. On n'a pas d'acteurs porno, on n'est pas sur une ambiance un peu en mode médecin où on verrait des vulves et des phallus en plastique, pas du tout. Nous, on a une approche dessin et bienveillante, donc du coup, qui peut parler à tout le monde. Et quels sont... Comment ça a accueilli, qu'est-ce que tu as comme réaction quand tu présentes le projet, Alors, les gens sont en général pas très, très enchantés, surtout qu'on a eu des très, très bons résultats avant de lancer Denis au grand public. On a fait des tests en fait en cabinet de sexologie, donc avec des gens qui avaient plus des troubles, pour voir si ça pouvait les aider d'avoir des exercices qui soient pratiques plutôt que uniquement parler. Donc, on a vraiment une partie pratique et en même temps, on a des petits cours et des petites leçons. Et en fait, quand on monte nos résultats par exemple, sur des femmes qui avaient du mal à jouir, ou même qui n'avaient jamais joui, victimes d'anorgasmie, ce qu'on appelle l'anorgasmie, on a eu des résultats incroyables où quasiment toutes les patientes ont joui sur des délais qui étaient inférieurs à 2 mois, alors que certaines étaient en thérapie depuis plus de 6 ans, pour donner une idée. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui parle. Et également, quand on montre tout le travail qu'on fait, justement, le côté bienveillant, l'utilisation de dessins, qu'on n'est pas du tout dans un univers porno, on n'est pas du tout dans un univers pression. Et ça parle aux gens, parce que les gens, ils ont toujours, soit à titre personnel, envie d'apprendre à avoir plus de plaisir, à donner plus de plaisir ou envie d'avoir une meilleure connexion avec leur partenaire ou avec eux-mêmes. Donc, ces 3 axes que nous, on a, qui est apprendre à avoir plus de plaisir, à savoir en donner et à avoir une meilleure connexion, en fait, ils parlent à tout le monde, donc c'est assez bien reçu. C'est ce que ça m'évoque quand je t'écoute parler. Je trouve qu'on entend beaucoup de gens se plaindre qu'on vit une période d'individualisme, où les gens seraient repliés sur eux. Et en fait, quand je t'entends et quand je vois, tu vois, l'essor de choses comme le coaching, tout ça, je me dis, mais quelle bénédiction, en fait, parce que c'est tout l'inverse d'égoïste et c'est tout l'inverse du repli sur soi, en fait. Je me dis, plus on peut contribuer à ce que les gens soient bien avec eux-mêmes, mieux ils seront avec les autres et mieux ça se passera au global, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement l'approche que nous, on a. C'est dire c'est dur d'être bien avec les autres si on n'est pas déjà bien avec soi-même. Et en même temps, le plaisir, et surtout, non, c'est sur quelque chose qui est touchy, parce que les gens ont souvent encore l'image de la sexualité comme quelque chose d'égoïste. Je vais prendre mon plaisir et pas le plaisir de l'autre. Alors que nous, on proche une approche qui est donc hédoniste, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle hédonie, mais en même temps qui est bienveillante. C'est je prends du plaisir, je donne du plaisir, mais jamais au détriment de l'autre, en fait. Ça peut être gagnant-gagnant. Et c'est vraiment cette approche-là, c'est une approche bien-être. Du coup, nous, on a engagé là-dessus, de dire le plaisir, c'est pas superficiel, c'est pas égoïste, en fait. Et apprendre et se développer, faire du développement personnel, c'est pas du tout quelque chose d'égoïste, si c'est bien fait, justement. De quoi tu es fière, Aurélie? Moi, je suis très fière. Je suis fière de tout le chemin qu'on a déjà parcouru avec Edenis. Je suis très fière quand justement on reçoit des messages de certaines femmes dont on a changé la vie. Je me rappellerai toujours une femme qui m'a appelée, vu que les premières, ils avaient mon numéro, et qui m'a dit ça y est, je sais. Et c'était incroyable. Elle avait 26 ans. C'était la première fois qu'elle jouissait de sa vie. Et elle pleurait, en fait. Et ce moment-là, il était incroyable de me dire merci, je sais ce que c'est. Et pour la petite histoire, donc elle, ça fait un peu plus d'1 an, et elle était célibataire, elle n'arrivait pas à trouver de mec. Du coup, elle a eu assez confiance en elle. Maintenant, elle a un mec, elle a changé de boulot. Enfin, ce n'est plus la même personne. Elle a changé de vie. Et du coup, c'était intéressant de voir ce petit déclic de maintenant, je sais, maintenant, j'ai le pouvoir, entre guillemets, qui a changé toute sa vie. Donc ça, c'est beau. Donc, je suis très fière de ces petits moments précieux qu'on permet avec Edonie d'avoir aux gens. Ça me fait des frissons de t'écouter encore plus dans la période qu'on vit. On est quand même à
moins d'une semaine de la révocation du droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis. On vit une période sacrément affreuse du point de vue des droits des femmes et de leur droit à disposer de leur corps, et puis en fait du lien humain en général, parce que ça ne concerne pas que les femmes, même si elles sont les premières concernées. Et en fait, de t'entendre dire ça, je me dis waouh. Enfin, et même pour aller plus loin, on est en train de développer, bon, alors ça c'est une activité qui va venir après, qui est pro bono. Moi, j'ai commencé à développer un programme pour faire jouir les femmes excisées. Parce qu'en fait, c'est toujours dans cette démarche de me dire, un des plus gros symboles, en fait, de prendre le pouvoir, de retirer le pouvoir du corps de la femme pour lui retirer son pouvoir, parce que le pouvoir aussi vient du corps, c'est cette excision, c'est très fort. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on arrive à faire maintenant, de pouvoir jouir sans contact, de jouir quelque part, de rendre tout le corps érogène. Et du coup, donc on a commencé à travailler justement avec une gynéco qui, au début, était un petit peu surprise. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut réussir? Voilà, un peu le protocole qu'on est en train de mettre en place. Alors, bien sûr, quand j'ai commencé à lui parler de tantra, elle s'est dit, oula, qu'est-ce qu'elle fait? Mais après, quand je lui ai montré dans les faits un petit peu les résultats, elle m'a dit, c'est bien, mais ouais, je pense que ça peut le faire. Donc, on va bientôt lancer un programme avec, on cherchera une dizaine de femmes excisées pour être les premières testeuses. Et ce programme, bien sûr, sera gratuit. Ce sera subventionné par l'application Edonné, du coup, qui est sur abonnement, payé par les gens qui peuvent payer. Mais ce programme, ensuite, on voudra le distribuer à tout le monde. Donc, de dire, voilà, les femmes excisées ont le droit aussi d'avoir du plaisir. C'est pas quelque chose de superficiel. Et ça me fait penser, on a été contacté par une association de médecins qui s'occupent des femmes migrantes, qui sont dans des situations très précaires, souvent qui vivent dans des camps. On pourrait se dire, elles sont à milieu de devoir se préoccuper de leur sexualité et de leur corps. Mais en fait, ils nous ont dit, mais on pense que c'est super important et que c'est clé. Ça va leur redonner, ça leur redonne du pouvoir, quoi. Et en fait, donc, on est en train de travailler avec eux pour pouvoir donner du contenu à ces femmes, les former, qu'elles puissent connaître leur vulve, qu'elles puissent voir leur corps et qu'elles puissent avoir du plaisir et leur redonner des clés d'accès, leur redonner du pouvoir, du contrôle sur ce qu'elles peuvent contrôler, sur leur corps et au final sur leur vie. Et c'est très beau. Et je pense que ce programme d'aider les femmes excisées à jouir, c'est très symbolique du combat et de l'engagement d'Edony. Et même pour les gens qui sont nos utilisateurs, de dire qu'une partie de leur abonnement sert à financer des programmes de ce genre, je pense que c'est un engagement féministe et plus global, humaniste qui parle. Ouais. Bravo Aurélie. Merci. Merci de ce que tu fais et on suivra avec beaucoup, beaucoup d'intérêt le lancement de tous ces différents programmes. Merci. Merci beaucoup à toi. Écoute, j'espère que nos deux combats, justement, vont continuer à se développer et à porter leurs fruits, quoi. Ouais. Pour se dire que oui, on peut avoir une vie qui est incroyable et qui a tout, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment la vie que je vis au quotidien et j'aurais jamais pensé que je pourrais avoir une vie aussi incroyable, en fait, et d'avoir osé de le vivre. Pour moi, c'est fantastique et c'est d'aider les autres gens à pouvoir faire leur propre petite révolution. Leur propre petite révolution. Exactement. Ouais. Merci. À bientôt. Salut, merci.